transversal Wider et sur le programme COST. Donc le programme d'aujourd'hui sera focalisé sur la présentation des appels 2025 de ces deux programmes. Nous avons différents intervenants qui vont participer. Voici le programme du webinaire. Donc je commencerai par une courte introduction de Wider et ensuite nous passerons en revue les différents appels Wider pour 2025. J'essaie d'accepter. Voilà, très bien. Pour 2025, des deux différentes destinations du programme. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir Evelyne Tarnus parmi nous qui partagera son retour d'expérience en tant que participante à différents projets et autres. Et nous aurons une session de questions ouverte juste avant 11 heures. Ensuite, nous passerons à la deuxième partie du programme qui concerne le programme COST, où nous aurons le plaisir d'écouter Salbe Motsigakon qui nous présentera à la fois le programme et l'appel 2025. Et vous aurez là aussi la possibilité de poser des questions à Salomé en fin de session. Alors. Donc une courte introduction sur le pilier Wider. Donc comme vous le savez probablement, c'est le pilier transversal d'Horizon Europe. Et il est partagé en deux principales destinations. Renforcer la participation et développer l'excellence et réformer et consolider le système européen de recherche et d'innovation. Très associé à ce pilier se trouve le programme COST, donc c'est pour ça que nous avons décidé d'avoir une présentation commune pour la session d'aujourd'hui. Et l'idée étant dans les deux cas d'élargir la participation à différentes organisations de différents pays. Alors comment influer, comment s'informer sur le programme Horizon Europe de manière générale et en particulier sur le pilier transversal Wider et sur le programme COST au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc nous avons mis en place différents canaux que vous pouvez utiliser avec différents rôles. Donc il y a un ensemble de points de contact nationaux, les PCN, qui sont là pour vous orienter par rapport au programme existant, au programme de travail, et peuvent vous conseiller et vous suivre dans le montage de projets. Parallèlement, nous avons des groupes thématiques nationaux, donc rassemblés par thématique, directement en lien avec les différents piliers, les différents clusters d'Horizon Europe. Ces groupes thématiques nationaux conseillent les représentants français dans les comités de programme où sont décidés donc les programmes de travail. Vous avez aussi la possibilité de participer à ces groupes thématiques. C'est Anna Grimaud au ministère qui s'en charge, donc je vous invite à communiquer avec elle et à l'informer si vous êtes intéressé par rejoindre un de ces groupes thématiques, ou le groupe thématique en lien avec Wider. Alors plus précisément concernant le rôle de PCN, donc nous sommes à l'heure actuelle une personne, donc je suis une personne impliquée dans le PCN Wider à 40% et nous recrutons une personne pouvant travailler à 100%. Donc n'hésitez pas à consulter notre rubrique nous rejoindre sur le site du ministère. L'annonce est en mise à jour, donc sera publiée dans les prochains jours. Mais nos missions en tant que points de contact nationaux est d'apporter de l'information à la communauté de recherche française sur les opportunités de financement proposées par le pilier transversal et de vous accompagner dans la lecture du programme de travail, vous conseiller sur le montage de propositions, sur la recherche de partenaires. Vous pouvez nous contacter avec l'adresse générique
que vous trouvez ici, pcn-er, recherche.gouv.fr. Et je vous invite très fortement à nous suivre sur LinkedIn, où une page PCN Wider est dédiée et où toutes les informations sont communiquées. Bertrand, Oui. Excuse-moi, mais de mon côté, Je je vous ne prie. vois pas ton écran. Ta présentation n'apparaît plus. Merci. Effectivement, c'est gênant si je ne partage pas ma présentation. Je te remercie, Evelyne. Est-ce que c'est plus clair? C'est bon, merci. Merci beaucoup. Donc, je vous repasse les données transparents, donc les deux rôles différents, les PCN et les groupes thématiques nationaux. Et vous aurez de toute manière ces transparents-là après la session. Alors, le pilier transversal Wider, les appels du pilier transversal Wider sont décrits dans un document qui est le programme de travail. Et ce document présente le programme qui est lui-même articulé autour de deux axes. Donc la partie élargissement de la participation, qui est la partie widening, et la partie renforcement de l'espace européen de la recherche, donc qui est la partie ERA. Traditionnellement, ou jusqu'à présent, les programmes de travail étaient articulés autour de trois destinations. En 2025, il n'y en a plus que deux. Il y a une partie dont les appels ne sont pas présents en 2025, mais qui reviendra en 2026-2027 très probablement. Et donc, nous allons voir en détail les différents instruments, les différents appels qui sont proposés pour 2025. Concernant la destination 1, il y en a 5. European Excellence Initiative, le pré-accélérateur EIC, réservé aux pays du widening et régions du widening, l'instrument Hope-On Facility, l'instrument Support for Research and Innovation Policy Making, et enfin Implementing Action Plans for Connected Regional Innovation Valleys. La destination 2 a 7 différents appels que nous verrons aussi peut-être plus rapidement. Et enfin, je voudrais vous rappeler qu'il existe encore un appel en 2025 qui était déjà annoncé dans le précédent programme de travail 2023-2024 qui avait été mis à jour pour deux appels en 2025 et qui concerne donc l'appel ERA Fellowship qui est un appel lié au postdoc, très similaire aux appels Marie Sklodowska-Curie sur les postdocs. Alors, les 5 appels du widening, de la destination widening, concernent donc les territoires widening, donc les régions et pays widening. Donc, vous avez la liste sur l'écran, donc qui inclut en particulier les régions ultrapériphériques. Donc, pour la France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Martin et La Réunion. Et le premier instrument, donc qui s'appelle European Excellence Initiative, a pour objectif de transformer le secteur de l'éducation supérieure et son écosystème. Donc il s'agit d'un CSA, comme beaucoup de projets dans le pilier transversal Wider. Vous avez à droite un petit peu des informations générales, et ça, vous retrouverez ça pour tous les différents appels, concernant les dates d'ouverture, dates de clôture de l'appel, le type de projet, donc très souvent CSA, mais pas uniquement, le budget total consacré à l'appel, le nombre indicatif de projets et la contribution estimée par projet par l'Union européenne pour répondre aux différentes attentes. Concernant cet appel-là, il y a des spécificités concernant les participants et comme dans beaucoup d'appels du widening, un centre de gravité dans les pays widening est attendu. Au moins 51% du budget doit être dépensé dans ces pays-là. Les participants attendus sont essentiellement les universités, les agences universitaires européennes, mais aussi les partenaires économiques et industriels. Donc quelques exemples d'activités qui sont cités dans l'appel: la modernisation des institutions, comment promouvoir en particulier l'interdisciplinarité,
la formation des chercheurs, et ce par le biais d'échanges, mais aussi de formation en particulier dans le domaine de la communication et de l'entrepreneuriat, et le développement de l'excellence en termes de recherche, donc ce qui peut correspondre aux infrastructures, au développement de feuilles de route, aux partenariats à établir. La transformation numérique fait bien sûr partie aussi d'activités qui peuvent être mises en place, en particulier le développement d'infrastructures numériques et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je passe à l'action suivante, l'instrument suivant qui est un nouvel instrument. Donc c'est le pré-accélérateur EIC, dont le but final est d'accroître le potentiel en matière d'innovation des startups de la deep tech pour les préparer à obtenir un financement du programme EIC Accelerator ou équivalent. Donc cet appel est réservé à des monobénéficiaires qui sont des PME établies dans un pays ou une région du widening. Et l'instrument, c'est un nouvel instrument, c'est un instrument pilote qui sera très probablement reconduit en 2026 ou 2027. Car il part du constat que sur les 70 lauréats du dernier appel de l'EIC Accelerator, seulement 3 provenaient des pays du widening. Donc en fait, cet appel est un type de le type de projet est un CSA, mais le modèle pour la proposition de projet sera très fortement adapté à celui de l'EIC Transition. Et les critères d'évaluation seront très similaires à ceux de l'EIC Transition, qui est donc l'étape avant l'EIC Accélérateur. Il est bon de noter que c'est un projet en lump sum, donc à somme forfaitaire, et le taux de financement est limité à 70%. La durée maximale du projet est de 2 ans. Et les seuils de critères sont proches de ceux utilisés pour l'EIC Transition, à savoir le seuil minimal pour l'excellence est de 4 sur 5 et il en est de même pour l'impact. Je passe au troisième instrument qui est le Hop Facility, donc qui est un instrument qui existait déjà précédemment et qui permet l'amélioration de l'inclusivité du programme en permettant des entités du widening de rejoindre des actions déjà sélectionnées. Donc il s'agit de projets déjà sélectionnés du pilier 2 ou de l'EIC Pathfinder. Un seul partenaire widening par consortium peut entrer dans ces projets-là. Le coordinateur doit bien évidemment donner son accord et faire partie de la proposition Open Facility. Et tous les partenaires de l'action en cours doivent aussi donner leur accord à l'accession aux nouveaux partenaires widening dans le consortium. L'évaluation, le projet donc n'est pas réévalué, mais l'évaluation se porte sur la valeur ajoutée que va apporter le nouveau partenaire, sachant qu'au minimum 90% du budget alloué à cette action doit être en lien, doit être directement utilisé par le partenaire widening. Une petite partie, donc au maximum 10% du budget, peut être utilisée pour le coordinateur pour la surcharge de travail. Mais ce qui est important est vraiment de démontrer la valeur ajoutée apportée par les nouveaux partenaires. Ce qui est intéressant, c'est que le budget total est assez important et environ 80 projets devraient être financés par cette action. Donc un fort budget, comparativement à cet appel-là où un seul projet devrait être financé et dont le but est de soutenir les initiatives nationales et régionales en recherche et innovation et en éducation dans les pays aspirant à devenir membres de l'Union européenne. Donc ce ne sont pas les pays uniquement du widening qui sont concernés, mais ce sont les pays donc, candidats à l'accession à l'Union européenne. Donc vous avez la liste de ces pays-là. Je passe rapidement sur cette action pour vous mentionner l'action suivante, qui est un type de projet co-fund, donc qui nécessite un cofinancement. Le but de cette action est de créer des vallées régionales de l'innovation, formant des écosystèmes ouverts, inclusifs et interconnectés. Donc au moins 3 acteurs des collectivités régionales ou nationales de 3 pays membres ou pays associés doivent faire partie du consortium.
truc en particulier qu'il faudrait faire ou... Ouais, je te vais mettre un message. Alors, si vous pouviez fermer votre micro, s'il vous plaît. La durée recommandée de 3 à 5 ans, il est aussi très fortement recommandé d'inclure ou d'impliquer les acteurs de la quadruple helix, donc à la fois les collectivités, mais aussi les universités, le monde de la recherche, de l'industrie et de la société civile. Et le lien avec les stratégies régionales de spécialisation intelligente sont aussi un critère important de sélection. L'appel est aussi en lien avec la double transition numérique et écologique, donc neutralité carbone, dégradation environnementale de l'Europe pour une meilleure soutenabilité, autonomie et compétitivité de l'Europe. L'idée est aussi de fonctionner en 2 étapes, donc une étape de préparation et qui consiste à la formation, l'échange de personnel, l'accès aux infrastructures, développement de standards, de réglementation, et ensuite une deuxième étape qui concerne des appels ouverts aux acteurs des régions concernées dans des thématiques spécifiques. Donc voilà, le rappel que j'ai fait tout à l'heure sur cet instrument ERA Fellowship, donc concernant les post-doctorants. L'ouverture était prévue en avril, a été reportée et devrait s'ouvrir le 8 mai, donc ce jeudi, pour une date de clôture le 10 septembre. Et donc une fois de plus, cette action est basée sur l'appel Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship, donc sur les postdocs. 50 actions sont prévues, donc 50 projets devraient être financés pour cet appel. Je passe rapidement à la destination 2 que je survolerai. Je vous donne ici une liste de tous les appels qui sont dans cette destination 2. Il y en a 7. Tous ces appels ont la même date d'ouverture et de clôture, donc avec une date de clôture le 18 septembre 2025. Le premier appel concerne l'augmentation de l'utilisation des résultats développés dans le cadre du premier agenda politique de l'espace européen de la recherche par de larges communautés d'acteurs. Donc différents domaines ont été spécifiés. Donc vous les voyez ici. Vous aurez ces transparents, donc je ne les décrirai pas les uns après les autres, mais 13 projets devraient être financés dans le cadre de cet appel. Et les types de projets sont de type CSA. Le deuxième appel concerne l'amélioration de la qualité des services des éditeurs scientifiques institutionnels européens. L'idée étant de développer et coordonner les capacités, les services et les pratiques principalement. C'est un CSA, il y aura un seul projet financé. Le troisième appel concerne le développement d'éléments de preuve en faveur de la mise en place de réformes concernant l'évaluation de la recherche. Donc l'évaluation de la recherche est au centre de cet appel. Et donc les participants concernés sont principalement les universités, organismes de recherche, mais aussi les agences d'accréditation et agences de financement. Un seul projet devrait être financé d'un montant de 2 millions d'euros. Le type de projet est RIA. Donc c'est un projet de recherche et d'innovation. L'appel suivant concerne les connaissances sur les enjeux et barrières intersectionnelles auxquels sont confrontés les groupes sous-représentés et les communautés marginalisées et comment y apporter des solutions. Donc, je vous donne là aussi quelques éléments clés, mais le but est d'étudier les barrières, en particulier liées au genre, et développer des outils, des recommandations et disséminer ces solutions auprès de la communauté. C'est aussi un projet RIA, un seul projet devrait être financé pour une valeur aussi de 2 millions d'euros. La 5e action de cet appel concerne l'alignement, la coordination des financements nationaux et régionaux afin de définir de nouvelles collaborations dans le cadre d'activités et d'appels transnationaux.
Donc l'idée de s'appuyer un petit peu sur les collaborations Eranet qui existaient ou qui existent toujours, et de maintenir les collaborations existantes fonctionnant très bien et d'établir de nouvelles collaborations en partenariat et en complémentarité avec les collaborations existantes, les missions et les partenariats européens. 2 projets devraient être financés d'un montant de 2 millions d'euros de projet, de 2 millions d'euros par projet. Le 6e instrument concerne le développement d'un écosystème européen de la science au service des politiques plus solides et interconnectées, qui soutient davantage l'élaboration des politiques fondées sur des preuves à travers différents secteurs et niveaux de gouvernance. Donc là, ce sont tous les acteurs de ce domaine qui est la science pour l'élaboration des politiques. Donc il va des chercheurs aux acteurs de la gouvernance, la société civile. Un seul projet devrait être financé d'un montant de 2 millions d'euros de type CSA. Et enfin, Science Comes to Town, qui est un instrument qui a déjà été financé et qui est un succès, donc qui continue. L'idée étant de mettre en place un programme annuel d'activité dans un certain nombre de villes européennes et permettant de connecter les communautés de la recherche et de l'innovation avec les citoyens et les acteurs de la société civile. Donc entre 3 et 6 villes d'au moins 3 États membres ou associés doivent participer au projet. Plusieurs événements sont déjà prévus et doivent être inclus dans le programme. Et l'engagement des villes concernées doit apparaître de manière très claire dans la proposition de projet. Voilà pour cette présentation succincte ou très superficielle des appels. Le programme de travail est disponible maintenant sur le site de la commission, donc vous pouvez le consulter. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions en particulier. La commission va présenter elle aussi tous ces appels le 20 mai, donc je vous engage à vous inscrire à leur Info Day et vous aurez plus d'informations et la possibilité de poser vos questions aux représentants de la commission. Sans plus attendre, je voudrais passer à la phase suivante du séminaire qui correspond à un retour d'expérience. Et je voudrais donner la parole à Evelyne. Merci Bertrand. Je suis là et je voudrais je te laisse te présenter. Oui. Bonjour à tous, je suis contente d'être parmi vous. Merci beaucoup Bertrand pour cette invitation. Je suis chercheuse indépendante et je préside une société qui s'appelle Ruia, que je vais présenter dans quelques instants. Et j'ai intitulé ma présentation « Mind the Gap », normaliser la participation française au widening. Bon, j'imagine que vous avez cette référence en tête, la question de Mind the Gap qu'on rencontre quand on est dans le métro londonien. Appelé Mind the Gap parce que finalement, les études qu'on mène au sein de RUISIA, les analyses que l'on fait montrent qu'il y a un décrochage au niveau français de la participation au widening et finalement aussi aux appels de l'ERA. Et je voudrais profiter de ce témoignage pour vous le faire savoir et puis donner des pistes pour qu'on réduise cet écart qui est en train de se creuser de la participation des acteurs français au widening. D'abord, vous présenter RUISIA. Il est important pour moi de vous dire d'où je parle, qui je suis. Ensuite, je vous présenterai un exemple d'un montage d'un projet widening que j'ai fait les années précédentes. Je vais vous présenter aussi la situation, ce que j'appelle le fait que la France se désintéresse du widening, et quelques premiers conseils. Et puis, j'espère qu'on pourra interagir lors des échanges Q&A pour qu'on puisse répondre plus directement aux questions que vous vous posez. Alors, RUISIA, c'est une entité de recherche et d'intervention
que j'ai créé en 2024 et qui se spécialise sur les systèmes de recherche et d'innovation dans les territoires périphériques. On fait deux métiers, comprendre les dynamiques des systèmes de recherche et d'innovation dans les périphéries européennes. Ce qu'on appelle une périphérie, c'est un territoire qui est dans une relation centre-périphérie avec les hubs qui concentrent la majorité de la participation à Horizon Europe. Je vais vous donner un peu plus de détails sur ce terme périphérie. Et à partir de cette compréhension, de cette connaissance, on développe des interventions, des conseils, de l'accompagnement, de la formation qui permettent d'internationaliser les systèmes, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs et des politiques qui soutiennent ces acteurs, les institutions de recherche, les universités, les organismes, mais aussi les chercheurs de ces territoires périphériques. La société a été fondée par deux personnes, moi-même et mon collègue Philippe. J'ai, moi, une expérience de plus de 18 ans dans le montage de projets de recherche et d'innovation. J'ai commencé à travailler, ça s'appelait encore le FP7. J'étais pendant l'année 2024 PCN Widening, ERA et COST. J'ai pu monter plus de 30 projets Horizon et chaque année, je coach environ 20 personnes à La Réunion et dans les RUP, que ce soit les RUP françaises, espagnoles ou portugaises. Et en termes de background, j'ai un doctorat de biologie moléculaire. Et je travaille avec mon associé, Philippe, qui est spécialiste de la soutenabilité des économies insulaires, coloniales et postcoloniales, qui a élaboré la stratégie de spécialisation intelligente de La Réunion et qui a fondé en 2013 ce qu'on appelle la cellule Europe Réunion. Il a coordonné un groupe de travail sur la recherche et l'innovation dans les périphéries pour la Commission européenne. Et lui, il a un background d'économie politique à Sciences Po, où il a fait sa thèse sous la direction de Jean-Paul Fitoussi, qui est un spécialiste de l'économie au service de la démocratie. Quelques résultats de recherche qui vous expliqueront pourquoi le widening nous intéresse. Nous, ce qu'on a pu observer à travers nos analyses, qu'on a publiées dans des rapports pour la Commission et actuellement on publie dans des revues scientifiques, c'est d'abord que les territoires les moins avancés en matière de recherche et d'innovation sont ceux qui participent le moins à Horizon Europe. Cela va sans dire, mais il fallait le démontrer, donc c'est quelque chose d'avéré. La participation à Horizon Europe révèle l'existence de clubs oligarchiques. C'est très important de mesurer cela parce que quand on est primo-accédant ou on a peut-être une ou deux expériences d'Horizon Europe, c'est très important de comprendre qu'il est indispensable de se connecter à ces clubs pour espérer réussir avec un bon retour sur investissement. Si vous alliez en newcomers sans être préparé et sans tenir compte de ça, vous allez dépenser beaucoup de temps dans des projets qui auront peu de chances de succès. Troisième information très importante, c'est que la distance géographique n'explique pas les différences de participation entre territoires. Ça, c'est une idée reçue très, très solide dans notamment les territoires des régions ultrapériphériques, mais aussi finalement dans des territoires continentaux, c'est que parce qu'on est trop loin, qu'on n'arrive pas à se connecter. Ce n'est pas une distance géographique, mais c'est une distance relationnelle qui inclut cette perte de chance. Mais ce qu'on a pu observer, nous, c'est que des petits systèmes comme les Açores ou Madère surperforment. Les Açores et Madère, c'est des petites îles. C'est entre 200 000 et 250 000 habitants. Ils ont des écosystèmes entre 130 à 200 chercheurs. Donc, c'est tout petit. Et pourtant, ils surperforment par rapport à des territoires qui ont des caractéristiques socio-économiques équivalentes et qui sont situés sur le continent. Et à l'inverse, les RUP françaises, en dehors de Mayotte et Saint-Martin, qui n'ont pas de système de recherche et d'innovation. Mais les autres, elles sous-performent par rapport à des territoires aux caractéristiques socio-économiques équivalentes. Et donc, ce n'est pas une question de caractéristiques intrinsèques, mais bien des dynamiques, des choix par les systèmes, par les institutions, par les chercheurs de participer. Ce qu'on a pu noter, qui est très important pour nous, c'est que dans les périphéries, et pas que dans les RUP, aussi les périphéries polonaises et bulgares notamment, l'accès à des fonds de recherche régionaux, comme financés sur FEDER, inhibe la participation d'acteurs à Horizon Europe par des effets de dissuasion à l'échelle des institutions et des individus. Et donc,
faisant ce constat, nous, ce qu'on veut chez Ruisia, c'est utiliser le pilier widening et ERA pour améliorer la participation des périphéries et diminuer ce qu'on appelle l'innovation divide en Europe. J'aimerais vous partager un petit voyage de la Réunion dans les FP, puisque à partir de tous ces constats, on a amélioré la situation de la Réunion. Sur ce graphique, vous voyez en 2013 la création de la cellule Europe à La Réunion, qui est une structure mutualisée entre, à l'époque, l'Université de La Réunion et l'Agence de développement de La Réunion. Et cette structure mutualisée mettait en commun des agents et du financement pour accompagner tout acteur situé à La Réunion dans le développement de projets. Donc, que vous soyez à l'université, au CIRAD, à l'IRD, dans les entreprises, vous pouviez bénéficier de ce service gratuitement. Il était financé par les fonds structurels. En 2017-2018 est apparu un projet Forward, a commencé à être préparé, ce projet Forward, qui est une commande de la Commission européenne et qui est financé sur Horizon 2020, qui visait à analyser la performance et à améliorer la participation des RUP, donc des régions ultrapériphériques françaises, portugaises et européennes, et espagnol à Horizon Europe. À partir de ce projet Forward, mon collègue et moi, nous avons établi en 2019 le premier diagnostic de la situation des RUP. À partir de ce diagnostic, qui rappelait ce que je vous ai dit précédemment, nous avons mené avec le groupe un lobbying auprès de la DGRTD et la DG Régio pour ouvrir le widening aux RUP. En 2020, nous avons construit une stratégie de la Réunion dans l'ERA avec l'objectif de normaliser notre participation. Puisque, comme je vous le disais, quand on regarde nos caractéristiques socio-économiques, on devrait bien mieux participer. Et selon nous, un territoire comme La Réunion devait au moins obtenir 10 millions d'euros sur Horizon Europe. Et en 2021, la décision est prise par la Commission d'ouvrir le widening aux RUP. Et à partir de là, nous élaborons une stratégie de participation au widening pour La Réunion. Dès 2022, on a déposé notre premier projet, un twinning qui a été remporté. Et puis, c'est suivi en 2023-24, 5 projets déposés en 2023 et financés à partir de 2024. Un ERA Chair, un Pathways to Synergy, un projet Dissemination Facility, un Hop-on, un ERA Talent. Donc, à notre niveau, on a eu 100% de succès dans les projets tentés et on a fini systématiquement premier ou deuxième avec une très bonne note, entre 14,5 et 15 sur nos projets. Et le résultat d'avoir une approche stratégique, ça a fait qu'entre le FP7, où La Réunion touchait 2,5 millions d'euros, on arrive aujourd'hui à mi-parcours d'Horizon Europe à 6,8 millions d'euros, dont 4,4 millions sur widening. Cette slide, elle vient vous dire qu'il y a vraiment un travail stratégique pour l'accès au widening. Je voulais maintenant vous partager un exemple de montage, ce que Bertrand m'avait demandé, et je voulais vous parler de notre tentative et de notre succès sur le projet qui s'appelle Remora. L'appel, c'est un appel qui s'intitulait Pathways to Synergy et dont le but était de sortir de leur isolement des organisations de recherche fortement dépendantes au FEDER. Donc, vous voyez, c'était vraiment un sujet au cœur de nos propres préoccupations. Donc, c'était vraiment un appel qu'on a trouvé fait pour nous. En septembre 2022, on est informé de l'existence du COL, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le programme officiel, mais on est informé de ce call via des contacts dans les réseaux spécialisés qui nous disent, voilà, il y aura un Pathways, ça pourrait vous intéresser. En janvier 2023 est publié le Work Programme 2023-2024 avec l'annonce de l'ouverture de cet appel au 28 mars, clôture 28 septembre. En février, on fait l'analyse approfondie, et on décide de participer. Entre mars, avril, mai, on fait plusieurs ateliers d'idéation avec ce qu'on appelait, nous, le consortium minimum, un partenaire Réunion, un partenaire de Madère. Et en juin 2023, on a notre concept de projet qui est établi, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, les résultats attendus, les expertises qui nous manquent, et à partir de là, on recherche nos partenaires. En juillet 2023, cette fois-ci, on définit de façon approfondie les objectifs, les KPIs, les impacts, les résultats, les activités, et on consolide ce projet dans un résumé d'à peu près 5 pages avec nos partenaires.
De juillet à août-septembre 2023, on rédige avec une V0 de notre proposal établie au 31 juillet et une V1 établie le 13 septembre, un mois et demi plus tard. Et entre les deux, j'ai calculé hier, il y avait eu 30 versions différentes. Puis, de mi-septembre au 28 septembre, la deadline, on a fait relire notre proposition par un expert externe. On a fait énormément de révisions, d'améliorations pour soumettre la veille du dernier jour notre copie finale qui avait subi à nouveau une vingtaine de versions différentes sur les 15 derniers jours. En décembre, on a reçu la réponse où on a reçu l'évaluation 15 sur 15. On a fini premier sur les 33 propositions. On était très, très contents. Et puis, de janvier à avril 2024, on a préparé le grant et le consortium agreement pour un lancement de projet au 1er juin 2024. Remora, pour vous donner une idée de ce que c'est, on l'a appelé Small Fishes in a Big Pond, Turning Outermost Regions Institutions into Horizon Europe Champions. L'objectif de Remora, c'est de prendre 3 institutions financées sur des fonds structurels dans le domaine des sciences de l'océan à La Réunion, à Madère et aux Açores, et de les transformer en champions d'Europe. Et le petit titre Small Fishes in a Big Pond tenait compte du principe d'oligopole dans Horizon Europe, c'est-à-dire qu'on considère nos 3 institutions comme des petits poissons que l'on doit amener dans le grand océan de la compétition d'Horizon Europe. Pour amener ces 3 institutions à devenir des champions, on travaille sur leur compétitivité en matière de ressources humaines, de capacité sur des métiers de transfert et d'innovation, leur positionnement stratégique et surtout, on renforce leur connexion avec les grands réseaux et les champions qui dominent Horizon Europe. Et ensuite, on va utiliser ces role models pour transformer d'autres institutions ailleurs dans les territoires ultramarins, mais aussi dans les périphéries européennes. Donc, Ruisia est partie prenante de ce projet et nous sommes le coordinateur scientifique du projet. Maintenant, je voulais partager avec vous une information que j'avais développée lorsque j'étais PCN Widening avec ma collègue Solène Chevalier. Et on avait fait ce constat que les acteurs français se désintéressent du widening. J'ai produit un tableau qui donne la position relative de la France sur Horizon Europe éparpillée. Ce que montre ce tableau, c'est que lorsqu'on regarde la totalité de la participation, sur Horizon Europe, la France est 2e, derrière l'Allemagne, devant l'Espagne, sur la totalité, donc en net EU contribution, en montant levé sur Horizon Europe. Lorsqu'on regarde le pilier 1, pilier Excellent Science, elle maintient cette 2e position. Le pilier 2, pour les clusters, on se rend compte qu'elle perd une place. Pilier 3, elle maintient sa position 2e place, mais surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est ce qui se passe sur le pilier 4, ou le pilier transversal, et parfois appelé pilier couché, c'est que la France, là, perd, dégringole totalement. Alors là, la Belgique prend la première place parce qu'elle reçoit le financement de COST, donc c'est quelque chose qui est assez... Il y a une déformation, donc on va dire que la Germany reste premier, mais voilà, il y a vraiment la France participe très peu comparé à l'Espagne, les Netherlands ou l'Italie. Et avec ma collègue Solène, à l'époque, on a échangé, essayé de comprendre ce qui se passait. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait un faible nombre de candidatures. Donc, ce n'est pas un problème de dépôts nombreux et que les universités ou les ONR se font recaler. Ce n'est pas une question de taux de succès, c'est vraiment une dynamique de dépôt. Il y a un faible nombre de candidatures. Et lorsqu'on interroge, on a interrogé une dizaine de personnes, ce qu'on a pu constater, c'est que le widening est perçu comme non stratégique par les chercheurs, mais aussi leurs prescripteurs. Quand je dis prescripteurs, je parle des cellules Europe dans les universités et les organismes nationaux de recherche, ONR. On me dit, c'est pas pour nous. Il y a la perception d'une difficulté dans le montage. C'est un CSA, c'est trop différent de ce qu'on fait d'habitude. Et il y a la perception d'un retour sur investissement qui n'est pas intéressant. On me dit, oh, les montants sont faibles, donc je ne vois pas pourquoi je m'y intéresserai. Et puis, en fait, finalement, il n'y a pas de stratégie auprès des partenaires issus des pays widening
c'est-à-dire qu'ils sont en relation, ces organismes nationaux de recherche, ces universités, avec des partenaires dans les widening, mais les gens répondent « Ah, mais c'est à eux de monter, c'est pas à nous de faire le travail préalable ». Ça, c'est pour ce qui relève des organismes nationaux de recherche et des universités françaises. Par contre, pour les RUP, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a une qualité insuffisante des candidatures venant des RUP, souvent liées à un mauvais positionnement, c'est-à-dire que Widening offre différents types d'instruments et il faut identifier le bon instrument par rapport à l'état du système. C'est-à-dire que s'il vous manque un chercheur, il faudra peut-être prendre un postdoc ERA Fellowship. S'il vous manque une équipe, peut-être qu'il faudra aller vers les ratchers. S'il vous manque une feuille de route, faire des twinnings. S'il vous manque un centre, véritablement, le teaming. Mais parfois, il y a une confusion et un mauvais choix dans l'instrument adapté à la situation du système de recherche là où il est. Ensuite, il y a une tendance à s'enfermer entre RUP. Ça, c'est quelque chose d'assez flagrant. Souvent, on va vouloir faire des projets entre RUP alors qu'il y a un oligopole qui domine la scène et qu'il faut aller se connecter au meilleur. Troisièmement, il y a un manque d'accompagnement parce qu'effectivement, le widening est de plus en plus compétitif et il faut se faire aider pour pouvoir passer les thresholds. Alors, je voulais finir ma présentation en vous donnant quelques conseils. Grâce à la liste des participants que m'a remise Bertrand, je me suis dit qu'en fait, on avait parmi vous deux grands types de profils. Et donc, moi, si j'étais un manager de projet dans un organisme national de recherche ou université, qu'est-ce que je ferais? Je démarrais par un état des lieux de la participation au widening de mon institution. Déjà savoir si je participe et s'il y a des expériences. Je me comparerai à une institution équivalente dans un autre pays. Ça m'aide à définir une ambition, puisque telle structure, par exemple, je suis le CEA, la Fraunhofer fait tant, et ben, ça peut me donner une ambition pour faire de même. J'identifierai les champs de recherche où mes équipes ont un positionnement européen avancé, puisque dans un widening, les ONR et les universités vont avoir le rôle de partenaires stratégiques, advanced partner, et maintenant on l'a transformé par strategic partner. Donc il faut identifier dans quel champ on va avoir ce positionnement et être la locomotive d'un partenaire widening. Je ferai aussi un état des lieux de mes partenaires situés dans les territoires widening par les projets passés, ou si je suis membre d'une alliance universitaire, eh bien, je profiterai de cette alliance pour vérifier avec qui je travaille. Et ensuite, j'essaierai de faire une petite stratégie rapide pour 2-3 partenaires avec qui je pourrais faire un European Excellence Initiative, puisqu'il s'agit d'accompagner des changements institutionnels, avec qui je pourrais faire un twinning pour faire une feuille de route scientifique, et pourquoi pas participer à un teaming pour créer un centre de recherche. Et ensuite, j'organiserai un atelier avec chaque partenaire en leur présentant les instruments et je proposerai à ces partenaires du temps de montage en leur disant « allons-y, faisons-le ensemble ». Ça, c'est si j'étais un manager de projet dans une ONR ou une université. Et si j'étais un manager de projet dans une institution de recherche dans la RUP, dans une région ultrapériphérique, moi, je commencerai d'abord par faire une stratégie de participation au widening. Est-ce que j'ai besoin d'un renfort ponctuel de chercheurs? Je vais monter un ERA Fellowship. Est-ce que j'ai besoin de redéfinir une feuille de route? Je vais faire le twinning. Est-ce que j'ai besoin de créer une équipe de recherche pour exploiter, parce que j'ai beaucoup d'infra, j'ai beaucoup d'équipements, j'ai beaucoup de données, mais je n'ai pas les chercheurs, le temps homme-chercheur, parce que je suis université, il me manque du temps homme, et bien faire une ERA chair. Et si je cherche à internationaliser un centre de recherche pour lequel j'ai déjà levé entre 7 et 15 millions d'euros de fonds régionaux, alors je m'intéresserai au teaming. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à des questions. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à prendre attache avec moi via LinkedIn ou par les emails ici présentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup vraiment pour cette présentation très inspirante. La session de questions est ouverte. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou simplement lever la main. Donc, des questions à Evelyne directement ou des questions sur les appels. Alors, je vois une première main levée. Mathieu, allez-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour Evelyne, ravi de te revoir ici. J'aimerais que tu
nous donne peut-être des tuyaux. Déjà, j'ai beaucoup aimé ta présentation, hein, très inspirante, effectivement, et pleine de bonnes informations. Et je voudrais savoir ce que tu penses en termes, comment articuler en fait la participation à des projets Horizon et l'utilisation de mécanismes de widening. C'est ça qui est un peu moi que je trouve un peu difficile en fait à adresser. Alors, je dirais d'abord que la Commission a inventé ce Hop-on, qui est un bon instrument justement pour articuler. C'est-à-dire que s'il existe des consortiums déjà financés qui ont monté un RIA dans le cluster 2 et qui pourraient... Alors d'ailleurs, j'invite tous les gens qui sont dans la salle, regardez votre liste de projets. Si vous avez un RIA Cluster 2 dans les 18 premiers mois de projet et qu'il n'y a pas de territoire widening, vous êtes éligible au Hop-on. Ça veut dire que vous pourriez chercher un partenaire dans un territoire widening. Je dis par exemple à La Réunion, mais dans d'autres territoires aussi, bien sûr. Et pourquoi pas l'intégrer dans votre dépôt de Hop-on. Donc là, il s'agira cette fois-ci, Mathieu, de déposer un projet uniquement sur la participation supplémentaire où il faudra proposer des activités nouvelles, cohérentes, pour justifier de recevoir entre 400 et 600 000 euros supplémentaires pour ce partenaire, dont 10% pour le coordinateur. Donc ça, pour moi, quelqu'un qui est sur un RIA Cluster 2, sur le pilier 2, et qui n'a pas de widening, c'est un outil de, comme tu dis, d'articulation. Après, j'ai tendance aussi à encourager les structures avancées comme la tienne, Syntef, de peut-être envoyer à travers des ERA Fellowship des jeunes chercheurs postdoc dans les territoires widening. C'est-à-dire que finalement, tu penses à long terme, tu donnes aujourd'hui, you should give and then receive. Donc, c'est-à-dire que tu encourages ces institutions dans les pays widening à accueillir un ERA Fellowship, un postdoc, et tu sais que demain, ce postdoc, potentiellement, il pourra réécrire un projet et t'inclure à l'intérieur de ce nouveau projet dans le widening que développerait l'institution widening. Ça, c'est aussi une articulation que je vois facilement. Et bon, après, le widening, spécifiquement, son objectif, c'est de réduire l'innovation divide et d'accélérer finalement les capacités de recherche et d'innovation des territoires. Donc, pour des institutions situées en Norvège ou dans des territoires advanced, l'objet, c'est de se positionner comme partenaire stratégique. Moi, quand je vois que les acteurs allemands, c'est-à-dire que la différence, elle est sur widening, les Allemands ont récupéré 80 millions d'euros, là où la France a récupéré moins de 40 millions. Donc, il y a vraiment un sentiment de désintérêt. Et c'est dommage parce que finalement, ce sont les chercheurs allemands qui sont perçus comme stratégiques par un grand nombre de territoires widening en Europe. Et je trouve que c'est dommage pour les autres partenaires, les autres territoires. Merci. Merci pour cette question et pour ta réponse, Evelyne. Y a-t-il d'autres questions? Alors, moi, je voudrais quand même dire quelque chose d'important, c'est qu'il y a le Work Programme 2025 et Bertrand, tu nous as présenté les appels, mais on sait que 26-27 va arriver, qu'il y aura certainement des twinning, qu'il y aura certainement des ERA-chairs, et donc, je pense qu'il est important de démarrer ce que j'ai proposé dès maintenant, parce que quand le Work Programme sera publié, il sera... Enfin, tout le monde sera déjà dans les starting blocks, donc si nous-mêmes, nous ne le sommes pas, on sera finalement en retard. Donc, j'encourage tout le monde à faire cet effort de lister les partenaires widening qu'ils ont déjà et à discuter avec eux, mais pourquoi on ne montrait pas un twinning et pourquoi on ne montrait pas une ERA-chair, voilà. Donc ça, c'est un vrai conseil, n'attendez pas trop.
C'est une excellente idée, c'est un excellent conseil, car effectivement, on peut s'attendre à ce que l'instrument Twinning revienne très rapidement, et ainsi que les ERA Fellowships ou Air Chairs. Alors moi, j'avais une question pour toi, Evelyne. Tu as dit, donc tu as utilisé une personne extérieure pour faire la relecture de ta proposition. Est-ce que tu as des conseils sur comment trouver des personnes pertinentes pour faire ce genre d'activité? Alors, dans le cas particulier de Remora, on a travaillé, c'est un consortium de 6 partenaires, dont 2 partenaires dits stratégiques advanced, donc une société spécialisée dans le knowledge transfer en Irlande et l'Université technique du Danemark, DTU. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est que aux partenaires de m'indiquer une personne qui monte des projets régulièrement, mais qui n'est pas impliquée dans notre montage, de nous jouer ce rôle d'expert. Donc, je n'ai pas eu à financer cette expertise extérieure. J'ai pu bénéficier de l'expertise de quelqu'un, mais voilà, qui était un spécialiste du montage, qui n'avait pas participé à ce montage et qui donc pouvait avoir cet œil neuf quand il relisait. Et c'est vraiment indispensable parce que quand je regarde la V1 de 13 septembre et la V soumise le 28 septembre, il y a eu un travail d'amélioration, mais qui fait qu'on a pu obtenir la meilleure note parce que ça a vraiment beaucoup amélioré, même structurellement, c'est-à-dire au niveau des KPIs et de certaines activités qu'on avait mal conçues ou voilà, qui n'étaient pas forcément finalisées ou très précises. Et pour moi, voilà. Donc, trouver quelqu'un dans un des structures partenaires, mais qui n'est pas partie prenante de la rédaction pour qu'elle ait un œil neuf, cette personne. Très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, nous passerons directement au programme Cost. Je laisse 10-15 secondes pour réfléchir éventuellement à une nouvelle question. Non, nous allons clore alors cette première partie du programme. Merci beaucoup Evelyne, une fois de plus pour ta présentation. Avec plaisir. Alors je vois que nous avons de nouvelles personnes qui arrivent. Et je voudrais te donner la main, Salomé, pour la suite du programme et Très bien. la présentation du programme COST. Merci beaucoup, Bertrand, donc, pour l'invitation. Et puis, merci beaucoup à Evelyne pour son témoignage qui va faire écho, en fait, à la présentation que je vais faire du programme COST. Donc, je vais partager ma présentation. C'est parfait. Qui devrait vous apparaître. Voilà. Donc, COST, donc le programme COST signifie European Cooperation for Science and Technology, et nous sommes un programme qui finançons essentiellement la mise en réseau de chercheurs. Donc, le programme COST s'inscrit dans Horizon Europe et nous sommes dans le pilier Widening. Donc, les financements que COST reçoit et qui sont ensuite redistribués aux actions que nous finançons, sont financés par la Commission européenne. Je vois que quelqu'un a indiqué que la présentation ne s'affiche pas. Est-ce que les autres participants la voient? Oui, je la vois très bien. Ah, c'est étonnant. d'accord. Alors, je vais peut-être la repartager. Je pense que ça a l'air de fonctionner chez la plupart des personnes, mais peut-être pas chez tout le monde. J'espère que maintenant ça marche pour tout le monde.
Très bien. Donc, COST s'inscrit dans l'espace européen de la recherche et nous avons 3 priorités stratégiques, qui est la promotion et le partage de l'excellence. Pour cela, les propositions COST, en fait, quand il y a un appel à projet qui est fait, les propositions doivent être anonymes, donc elles sont vraiment évaluées sur la qualité de l'excellence. On permet l'interdisciplinarité de la recherche pour permettre aux innovations d'émerger et à de nouveaux résultats. En mettant en avant l'interdisciplinarité, c'est un élément très important qu'on reconnaît effectivement dans les appels à projets qu'on reçoit, dont plus de 50% sont interdisciplinaires, dans le sens où il y a au moins 2 domaines scientifiques principaux qui sont représentés dans la proposition. Et enfin, on permet vraiment aux jeunes chercheurs d'émerger, de se former et de construire leur réseau. Donc, il y a une attention particulière pour les jeunes chercheurs. Ces éléments-là s'inscrivent totalement dans l'esprit de widening, dans le sens où COST est designé pour vraiment être un programme extrêmement inclusif, où il y a une intention particulière qui est donnée aux pays du widening, qu'on appelle en fait dans COST ITC, Inclusiveness Target Country. Un élément que j'ai oublié de préciser, donc mes slides sont en anglais, car effectivement le programme se déroule entièrement en anglais, mais voilà, je vais essayer de traduire certaines terminologies, ou au moins vous familiariser avec, afin que si vous êtes intéressé, vous puissiez plus facilement naviguer dans le programme COST. Donc, dans le programme COST, comme je l'ai indiqué, c'est vraiment la clé de ce programme est de permettre la mise en réseau et le networking, créer des opportunités de networking pour les chercheurs. Pour cela, en fait, les projets qui sont appliqués sont entièrement ouverts, dans le sens où il n'y a pas de thématique prédéfinie par COST. Tous les projets peuvent être soumis et sont les bienvenus. Donc, il n'y a aucune restriction sur la thématique. Les propositions et les projets COST sont ouverts à tous les partenaires, que ce soit des partenaires académiques, privées, petites, moyennes ou larges entreprises sont les bienvenues, également les NGO et les organismes internationaux. Les participants au projet COST peuvent participer à n'importe quel moment de leur carrière, et c'est aussi une des forces du programme qui permet en fait de mettre en réseau à la fois des jeunes chercheurs, donc ce qu'on appelle Young Researchers and Innovators, qui sont en fait des chercheurs de moins de 40 ans, et des chercheurs expérimentés. Donc, tout profil peut participer à des actions COST, et c'est ouvert à tous les pays, évidemment aux 41 pays membres effectifs de COST, mais également nous avons un cooperative member qui est Israël et un partner member qui est l'Afrique du Sud. Nous sommes également ouverts à 14 Near Neighbor Countries, qui sont les pays qui sont, on va dire, proches de l'Europe, comme par exemple le Maroc, l'Algérie, il y a une liste de 14 pays, et tout pays peut participer à un projet COST. Simplement, les questions d'éligibilité de coûts seront traitées de manière différente. Donc, vous voyez ici une carte représentant les pays membres de COST. Donc, en mauve, nous avons les membres effectifs, et également en vert les membres effectifs, mais qui sont ITC countries, donc Inclusiveness Target Countries, qui correspondent en fait aux pays du widening. Quelques éléments clés pour vous dresser un portrait des programmes COST. Nous avons actuellement près de 300 actions COST qui sont en cours, ce qui est un nombre significatif, mais surtout ce qui est important d'avoir à l'esprit, et peut-être Evelyne pourra en dire un mot ensuite, c'est que les participants au projet COST peuvent participer à n'importe quel moment et rejoindre une action en cours. Donc, vous pouvez rejoindre une action qui est déjà en cours à n'importe quel moment. Une action COST dure 4 années, donc évidemment, il est préférable de rejoindre une action
en début de parcours, car vous pourrez mieux bénéficier de l'ensemble des activités qui sont organisées durant l'action COST, mais vous pouvez joindre également en année 2, 3. Donc, toute action en cours peut être rejointe par de nouveaux participants. C'est même également une des forces de l'action qui va en fait évoluer et grandir au fil du temps. Nous avons environ, au début d'un projet COST, une cinquantaine de participants, et au cours de l'action, elle va grandir, et en moyenne, une action inclut 250 à 300 participants pour les plus grandes. Nous avons actuellement 60 000 chercheurs qui participent à des actions COST qui sont en cours. Le budget global pour les 5 années du programme COST est de 273 millions. Mais on peut, pour vous donner un ordre d'idée, un montant de 170 millions par année, par action qui est octroyé, donc à peu près 600 000 euros pour une action de 4 années. Donc pour faire écho également à ce que disait Evelyne précédemment sur les programmes widening, où effectivement, parfois, on peut constater que l'attrait financier est peut-être plus modeste, ce qui est le cas d'une action COST, mais par contre, l'impact est vraiment très important, car il va permettre pendant 4 années de vraiment construire un réseau fort et bien établi, qui permettra ensuite aux participants de rebondir et de continuer sur éventuellement d'autres projets, d'autres publications, et d'avoir créé un noyau vraiment conséquent. Donc, comment marche une action COST pour une soumission de projet? Au départ, il y a donc un porteur de projet qui va identifier des participants qui souhaiteraient se rejoindre au projet par rapport à une idée commune que les participants souhaiteraient développer. Et si l'action est retenue, environ maximum 70 nouvelles actions sont lancées chaque année. Donc, si l'action est successful, comme on dit, si elle est retenue, alors l'action démarrera. Et à ce moment, la nature intergouvernementale de COST va rentrer en ligne de compte, car le comité de gestion de l'action va avoir des représentants de chaque membre effectif qui vont pouvoir donc participer au comité de gestion. Donc, chaque action est relativement autonome, va mettre en place le Memorandum of Understanding, donc l'annexe technique qui aura été soumise et validée pour être une action. Et ensuite, le Management Committee, donc le comité de gestion, va piloter l'action pendant les 4 années à venir. Et la France, en tant que membre effectif de COST, a la possibilité de nommer jusqu'à 2 participants au Management Committee pour être dans le comité de pilotage de l'action. Donc, si vous êtes intéressé, par exemple, pour ce rôle, vous devez contacter le COST National Coordinator, donc le CNC, qui est en fait Bertrand ici présent. Donc, si vous êtes intéressé pour une action existante et vous souhaitez être membre du comité de gestion, vous pouvez contacter Bertrand. Donc, quels sont les outils en fait que propose une action COST? Donc, vous verrez au milieu du cercle l'ensemble des activités qui vont permettre aux chercheurs participant à l'action de faire du networking, de mettre en place leur réseau et de se connaître par le biais de réunions, de workshops qui vont être financés par COST, par le biais de participation à des conférences, par le biais d'organisation par l'action de training schools, donc pendant lesquelles une thématique en particulier va être traînée, donc une thématique qui est bien sûr qui concerne le thème de l'action qui va être approfondi. COST finance également des short-term scientific missions, donc des missions scientifiques de courte durée, qu'on appelle STSM, qui sont un outil extrêmement populaire chez COST, qui permet en fait aux chercheurs d'aller dans un autre pays pour une période déterminée, dans un autre institut hôte, pour pouvoir par exemple faire des manipulations ou utiliser une infrastructure. Donc c'est un outil qui est particulièrement apprécié.
On va également financer des publications, la création d'un site internet, la communication. La communication est un élément très important pour COST, surtout à travers des Scientific Communication Coordinators qui vont être identifiés pour chaque action, qui auront également en charge la communication plus grand public, on va dire, de l'action, et par le biais de Virtual Mobility Grants également. Ça, c'est, on va dire, le cœur de l'activité que va mettre en place une action. Mais également, durant les 4 années de l'action, COST va accompagner les actions par différents outils afin que le réseau puisse déjà avoir les formations nécessaires pour, d'une part, s'assurer que l'action se déroule bien durant les 4 années, donc que les différentes personnes clés de l'action aient les bonnes formations, comme par exemple l'action chair, la personne qui sera, on va dire, un petit peu le visage de l'action, qui va être épaulée par un vice chair, toutes ces personnes et les formations nécessaires. Mais également, on va aider les actions à se connecter à d'autres stakeholders, à d'autres agences européennes par le biais de Cost Science Informed Policy Advice ou de Cost Global Networking, en connectant les actions avec d'autres programmes et en promouvant les actions à un niveau plus international. Également en connectant les actions elles-mêmes, car parfois nous avons des actions qui travaillent sur des thématiques qui sont connectées par le biais de Cost Connect, où on va mettre en fait plusieurs actions en connexion, par exemple sur le thème de l'eau ou de la forêt, qui vont pouvoir en fait grossir même leur connexion et leur réseau de manière plus efficace. Donc l'impact de COST, comme je vous disais, donc le budget est un élément, donc effectivement, le budget que va recevoir une action sera de 600 000 € par an, mais l'impact que va pouvoir développer l'action sera tout à fait significatif. D'une part, au niveau de l'aspect scientifique et sociétal, donc en développant des nouvelles idées, en ayant un impact scientifique, mais également au niveau de la carrière des chercheurs, car l'ensemble des formations, le fait que des jeunes chercheurs puissent travailler et se connecter avec des chercheurs expérimentés, le fait de développer des nouvelles compétences au sein de l'action en fonction des rôles et des participations aux différentes activités de l'action permet vraiment une évolution et un boost de la recherche et surtout de la carrière des chercheurs, et également pour les jeunes chercheurs. On a un retour de 85% des chercheurs qui ont vraiment considéré que la participation à une action COST a vraiment eu un boost sur leur carrière, soit en développant des connaissances et des compétences personnelles, soit par rapport aux futurs projets qu'ils ont pu initier dans le cadre de l'action COST. Également, l'attrait particulièrement intéressant sur le taux de succès des propositions suivantes, car effectivement, l'action COST permet pendant 4 années aux chercheurs d'établir un réseau fort, et ensuite, on voit que ça a un impact sur le taux de succès des projets suivants, avec un taux de succès de 39% pour les appels à projets Horizon 2020 suite à une action COST. On voit également un critère tout à fait intéressant, qui est une augmentation des copublications pour les participants de COST. Donc, quelques chiffres pour la France, qui est très impliquée dans les actions COST, puisqu'on a des représentants, des participants affiliés à une structure française dans 95% des actions COST en cours, avec une communauté de 1300 chercheurs qui ont été remboursés pour leur participation aux activités COST, et donc 40% sont des femmes et des jeunes chercheurs. Donc, c'est un outil qui est très apprécié des jeunes chercheurs, car l'accès aux actions COST est très simple, comme je vais vous l'expliquer par la suite. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut participer à une action COST? Donc, il est important de garder à l'esprit que l'action COST ne finance pas la recherche en tant que telle, elle finance vraiment la coordination et la mise en réseau pour une
un développement d'une meilleure capacité de recherche. Donc, il est important de garder à l'esprit que COST ne finance pas la recherche ni les infrastructures. Et durant 4 années, l'action COST va du coup suivre l'annexe technique qui aura été soumise au moment de l'appel à projet. Il est important également de savoir que pour soumettre une action COST, il faut au départ un minimum de 7 pays, dont la moitié doit venir des ITC countries, des widening countries. Donc, c'est une des composantes pour lesquelles COST vraiment est inclusif, puisque dès le départ, dès la soumission du projet, au moins la moitié des participants doivent venir de widening countries, donc de ITC countries. Donc, la structure d'une action COST est toujours la même. Je vais brièvement la présenter, mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu quels sont les rôles clés et de quel rôle vous pourriez être intéressé. Donc, l'action, évidemment, le cœur de l'action et l'organe, on va dire, qui va gérer l'action pendant les 4 années, c'est le Management Committee avec les représentants des pays. Donc, la France peut nommer jusqu'à 2 représentants par action. Donc, c'est un rôle que vous pouvez prendre. L'action a un représentant qui est l'Action Chair, qui est épaulé par le Vice Chair. L'action va être, la partie financière va être gérée par le Grant Holder Institution qui va recevoir en fait les fonds de la part de COST et qui va gérer en fait le financement de l'action. Et ensuite, la partie vraiment plus scientifique va être réalisée au niveau des working groups. Donc là, il y a un exemple de 6 working groups, mais en général, voilà, en moyenne, on en a 6. Et il y a également d'autres personnes qui vont avoir un rôle clé dans l'action qu'on appelle leadership position, en plus de l'action chair, du vice chair et du grant holder. Accompagné par les Working Group Leaders, on va avoir un Scientific Communication Coordinator qui va s'occuper de la partie communication autour de l'action et un Grant Awarding Coordinator qui va faciliter la coordination des différents grants qui vont être octroyés dans le cadre de l'action COST. Donc, les différents networking tools qui vont être proposés et en fait mis en place et décidé par l'action elle-même, car l'action a une grande autonomie. Ce sera évidemment toutes les réunions du Management Committee et des différents working groups, mais ça va être également l'organisation de training schools, la possibilité d'appliquer au sein de l'action à des aides pour participer à des conférences en tant que jeune chercheur. Donc, on a maintenant un grant spécial, grant chercheur, jeunes chercheurs, pour participer à des conférences. On a également un grant spécifique pour les Inclusiveness Target Countries, donc les Widening Countries, pour participer à des conférences, mais également des grants pour les autres participants de l'action. On finance également tout ce qui est dissémination pour les publications, le site web, les flyers, etc. Donc voilà ce qu'on appelle les Cost Networking Tools qui vont être financés pendant les 4 années de l'action. Donc, pour vous donner un ordre d'idée du financement qui peut être perçu par un participant à l'action COST, donc encore une fois, on ne finance pas la recherche. Ce que va financer COST, c'est en fait le networking et le capacity building. Donc, on va financer les missions, les voyages. Donc, évidemment, le voyage, mais également une indemnité journalière. On va participer au financement d'événements organisés par l'action au niveau de l'hôte qui va accueillir l'événement. Pour la mobilité des chercheurs qui vont faire une Short-Term Scientific Mission, donc une mission scientifique de courte durée, on va participer à hauteur de 4 000 €. De même pour les Virtual Mobility Grants, à 1 500 €. Et pour les participations aux conférences, on va participer à hauteur de 2 500 € si c'est de manière physique ou 500 € pour des participations à des conférences virtuelles.
Donc voilà pour vous donner juste de manière très brève un petit peu un ordre d'idée pour les financements. Et également, on finance, comme je vous l'ai indiqué, les activités, les publications, l'open access, etc. Donc, de quelle manière est-ce que vous pouvez participer à un projet COST? Il y a 3 manières. Donc, soit vous pouvez rejoindre une action qui est déjà en cours, qui a déjà commencé. Donc, chaque année, nos nouvelles actions commencent au 1er novembre. Donc, en novembre 2024, on a eu 60 nouvelles actions qui ont été lancées. Vous pouvez évidemment soumettre une nouvelle proposition pour une nouvelle action ou participer pour évaluer un projet COST. Dans tous les cas, la première chose à faire est de créer un profil sur eCost, qui est la plateforme qui va gérer en fait l'ensemble de votre participation dans un projet COST. Donc, si vous êtes intéressé par participer à une action COST de quelque manière que ce soit, la première étape est de créer un profil eCost. Pour participer à une action COST, c'est très simple. Donc, vous allez sur le site de COST, vous allez sur l'icône Browse Action et ensuite, vous pouvez indiquer par mot-clé le domaine qui vous intéresse et ensuite, la liste des actions dans ce domaine apparaîtra. Donc, voici un exemple. Une fois que vous avez identifié l'action, vous pouvez aller sur la page de l'action et regarder un peu plus voilà, le Memorandum of Understanding, l'ensemble de la description de l'action pour voir si elle correspond bien à ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous pouvez la joindre s'il y a une place disponible en tant que Management Committee Member, donc pour participer au comité de gestion, ou rejoindre en tant que working group participant, donc participer à un working group existant ou participer à une des activités proposées par l'action, par exemple à une training school ou appliquer pour participer à une conférence pour avoir une conference grant. Si vous voulez être un working group participant, vous allez simplement sur la page de l'action et vous cliquez sur le bouton Apply et vous pouvez soumettre en fait votre candidature pour participer directement à l'action qui vient de démarrer ou qui est en cours en tant que working group participant. Si vous souhaitez participer à une short-term scientific mission ou à une conference grant, là aussi de la même manière, il suffit d'appliquer. Si vous souhaitez participer à une nouvelle action et soumettre en fait une nouvelle action, l'ensemble des informations pour soumettre une nouvelle action sont disponibles sur le site de COST. Je ne vais pas rentrer dans le détail car voilà, on est un petit peu tenu par le temps, mais en tous les cas, ce qui est important de savoir, c'est que la prochaine collection date est le 21 octobre. Donc, vous avez quelques mois devant vous pour établir votre network of proposers si vous souhaitez soumettre une action. La soumission se fait directement en ligne via eCost, c'est en une seule étape. Et chaque année, nous approuvons jusqu'à 70 nouvelles actions. Donc, les étapes principales pour soumettre une action, c'est évidemment remplir les informations demandées dans le profil eCost, remplir l'annexe technique. Donc, soyez bien vigilants à télécharger sur le site de COST la dernière annexe technique en date, car chaque année, l'annexe technique est un petit peu adaptée. Cette année, elle est vraiment plus significativement changé et ça correspond à un critère d'éligibilité. Donc, si vous utilisez l'annexe technique de l'année précédente, malheureusement, votre proposition ne sera pas considérée comme éligible et ne sera pas évaluée. Vous devrez également compléter une partie qui correspond au Cost Excellence and Inclusiveness Policy Specific Objective, qui sera aussi une partie qui sera évaluée durant le processus d'évaluation. Et enfin, le Network of Proposers. Donc, comme je l'ai indiqué, il faut un minimum de 7 pays représentés pour soumettre une action, pour soumettre une proposition, et au moins la moitié d'entre eux doivent être issus des widening countries, donc des inclusiveness target countries. Ça, c'est aussi un élément d'éligibilité. Le processus d'évaluation dure environ 6-7 mois. Donc, il y a un ensemble de critères d'éligibilité
un des éléments importants, c'est l'anonymité. Donc, c'est vraiment un critère très important car la proposition doit être entièrement anonyme. On ne doit pas pouvoir identifier d'une manière directe ni indirecte les participants qui ont soumis la proposition. Donc, comme je vous l'indiquais, 50% également des participants doivent être issus des Inclusiveness Target Countries. Le format, donc bien utiliser la dernière annexe technique. La proposition, évidemment, se fait en anglais et le projet ne doit pas être pour à des fins militaires, donc pour des fins peaceful purposes. L'évaluation se fait en 4 étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail dessus, mais je vais vous donner quelques informations complémentaires sur l'ensemble du processus par la suite. Donc, si vous êtes intéressé pour soumettre une proposition, donc lisez de manière attentive l'ensemble des informations et des documents qui sont disponibles sur le site de COST. Lisez particulièrement ce qu'on appelle les CISA Guidelines. CISA signifie Selection, Evaluation, Selection and Approval. Pardon, le premier S, c'est pour Submission, donc qui sont le guide complet pour soumettre une proposition COST. Évidemment, vous devez créer un profil ICOST et la soumission se fait de manière digitale online. Et l'ensemble des documents sont disponibles pour soumettre une proposition sur le site de COST. Si vous êtes intéressé pour être expert, il suffit de l'indiquer au moment où vous créez votre profil ICOST. Vous aurez une box à tickets et vous pourrez être de ce fait appelé pour évaluer soit les propositions, soit à certaines étapes durant la vie de l'action. Je vous donne quelques éléments auxquels vous pouvez vous référer si vous souhaitez plus d'informations au sujet de COST. Vous trouverez ici avec des liens à cliquer les actions COST qui sont en cours dans le COST Action Booklet, une brochure qui explique un peu plus en détail COST et son programme. Le rapport annuel de 2024 qui a été publié il y a quelques semaines et également 2 vidéos très courtes mais très instructives sur notamment quelques trucs et astuces pour soumettre une action, une nouvelle proposition COST qui pourra être, on l'espère, choisie et également les raisons pour lesquelles rejoindre une action COST. Je voulais également, avant de vous laisser, vous indiquer un outil qui a été mis en place depuis quelques mois maintenant et qui est très pratique, qui s'appelle Am I Eligible, qui permet en quelques clics, en fonction de votre pays, de lister l'ensemble des financements que vous pouvez avoir dans le cadre de l'action COST et de quelle manière vous êtes éligible aux différentes activités dans le cadre de COST. Donc, c'est vraiment un outil très simple et très pratique. Si vous voulez également savoir un peu plus sur COST, on a, il y a quelques mois de ça, le 18 février, fait un online COST Info Day qui a été enregistré et auquel vous pouvez avoir accès. Et vous aurez effectivement dans la présentation faite par mon collègue plus d'informations, notamment sur comment soumettre une nouvelle proposition au COST. Donc, vous pouvez voir le webinaire qui a été enregistré. Vous avez également accès aux présentations qui ont été faites et également au Q&A document avec l'ensemble des questions qui ont été présentées, qui ont été posées durant le webinaire et auxquelles nous avons répondu, donc qui pourront également vous donner plus d'informations. Voilà, la présentation est terminée. Je vous encourage, avant de vous laisser, de nous suivre sur les réseaux sociaux, car il y a énormément de communication et d'informations sur le programme COST qui sont diffusées. Et également, vous pouvez, en allant sur le site internet de COST, vous inscrire à la newsletter où vous aurez également énormément d'informations. Voilà pour la présentation COST. Juste, je voulais laisser le mot de la fin de la présentation sur COST à Evelyne, qui en tant que coach et aide au montage de projet,
propose dans ses outils, dans sa panoplie d'outils Widening, la participation au projet COST et peut-être un petit retour d'expérience voilà, des personnes que tu as coachées par rapport à COST. Merci Salomé. Effectivement, j'avais noté et j'ai retrouvé en recherchant ce que les gens me disent, pourquoi ils participeraient à des projets COST ou Widening, au-delà de l'aspect financier qui a ses qualités et ses défauts, bien évidemment. Eh bien, j'avais listé un certain nombre de points que les gens me donnaient. Par exemple, eh bien, participer à ce projet va contribuer à mon ambition. Participer à ce projet, c'est aussi participer à une communauté d'intérêt à travers des connexions inspirantes. Ça me permet d'avoir de l'autonomie par rapport à ma direction, ma gouvernance dans mes actions et mes décisions. Ça me permet de continuer d'apprendre et de maîtriser mieux mon domaine. Ça me sécurise aussi de travailler avec des pairs qui sont sur le même domaine. Ça me permet d'augmenter l'impact de ma recherche pour mon territoire et mes actions. Et cela me permet d'être reconnue pour mes contributions. Donc ça, c'est un certain nombre de verbatims que j'avais notés et qui me paraissent importants pour accompagner et rappeler aux chercheurs pourquoi ils devraient participer à COST. Et comme activité avec eux, ce que je fais, c'est qu'on va ensemble sur le portail des actions COST et avec un certain nombre de mots-clés, on va identifier les actions ouvertes et auxquelles ils pourraient prendre part. Donc, avec chacun, je fais ça en bilatéral, parce que ce n'est pas non plus simple de savoir comment exprimer son domaine de recherche avec les bons mots-clés pour les faire apparaître dans le listing. Et des fois, on joue sur le mot-clé. Et de cette façon, il y a 2 ans, avec un collègue, on a pu trouver une cost action qui était vraiment pile dans son domaine. Il était très content de pouvoir repérer cette cost action et il a bénéficié d'une participation, donc une prise en charge depuis la Réunion pour aller, alors je ne me rappelle plus si c'était un summer school ou bien un événement autre, mais il a pu prendre part aux activités. Donc pour moi, manager de projet, je pense que c'est important d'aider les chercheurs à trouver des cost actions dans lesquelles ils pourraient s'inscrire et peut-être gagner un peu d'expérience avant d'éventuellement monter leur propre action plus tard. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Evelyne. Donc, effectivement, je pense que voilà, vous avez quelques exemples un peu plus concrets de l'intérêt de participer à une action COST pour effectivement développer votre réseau, développer des nouvelles connexions, développer des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances en vue ensuite du reste de la carrière et de monter également éventuellement de nouveaux projets, étant donné que voilà, une action COST, le fait d'avoir participé à une action COST vous aura permis de fédérer un réseau qui sera plus efficace et qui se retranscrit dans le taux de succès post-action COST, qui permet d'avoir un taux de succès jusqu'à 39% pour des actions, pour des propositions suivantes. Voilà pour le mot de la fin de la présentation. Si vous avez maintenant des questions, dans les quelques minutes qui restent, il est soit 11h30. dans le chat. Ouais. On peut prendre 1 ou 2 questions. Sinon, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Vous avez mon mail, vous avez le mail de Salomé. Et on vous répondra par mail. Mais on peut prendre une question. Fatima, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'est vrai que nous, dans mon équipe, on s'intéresse beaucoup à l'action COST. Ce qui n'est pas encore très clair pour moi, c'est est-ce qu'il faut un nombre minimum de participants? J'ai bien compris qu'il fallait 7 pays, dont la moitié qui viennent c'est des ITC, je crois. Oui, c'est ça. Mais ITC, est-ce que par exemple, si on n'était que 7 participants, cette entité, et qu'on avait bien la moitié qui venait des CPI, est-ce que c'est suffisant? Là, de votre présentation, j'ai l'impression qu'il fallait quand même un réseau
assez En fait, conséquent? Ça va dépendre de votre thématique. Sur certaines thématiques, si vous avez représenté dans vos 7 participants un panel assez large qui représente bien toutes les composantes de la thématique que vous allez travailler et que vous allez représenter, c'est pas un frein. Mais il faut qu'effectivement, vous ayez suffisamment de participants pour représenter en fait les différents points qui vont être abordés durant votre projet. Donc, ça va être plus par rapport à la thématique. D'accord. Et si jamais, parce que j'imagine que pour proposer une action, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas une déjà existante sur la thématique. Est-ce qu'il y a un critère, est-ce qu'il peut y avoir 2 actions sur la même thématique, par exemple? Il ne faut pas qu'elles soient, elles peuvent être sur la même thématique dans le sens où la thématique peut être large. Donc, il faut que ce soit aussi, il y a un critère de nouveauté. Donc, il faut que ce soit nouveau par rapport à ce qui a déjà été fait. OK. Mais après, on peut avoir, par exemple, on a plusieurs thématiques, plusieurs actions sur le domaine de l'eau, sur le domaine de la forêt, voilà. Mais c'est pas exactement, ils vont pas travailler la même chose. Sinon, il y aura effectivement une certaine redondance. Mais par contre, vous allez évidemment vous appuyer sur ce qui a déjà été fait. Donc, l'état de l'art, ça fait partie aussi d'un élément qui va être décrit dans la proposition. Donc, s'il y a des choses qui ont déjà existé, voilà, c'est quelque chose qu'il faut effectivement prendre en considération. OK. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me demande si on ne devrait pas commencer par prendre part aux actions ouvertes avant de... Il faut qu'on réfléchisse. C'est un bon point de départ. Je ne sais pas l'action que vous avez identifiée qui est déjà... voilà, qui est déjà dans votre thématique, où elle en est dans son cycle sur ces 4 années. Mais évidemment, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, vous pouvez bien regarder aussi le Memorandum of Understanding qui est publié par rapport à l'action qui décrit voilà, ce qu'elle va faire. Donc, bien que vous puissiez vous appuyer sur ce qui existe déjà, mais vous pouvez aussi tout à fait participer à l'action en cours pour vous familiariser aussi avec le fonctionnement d'une action cost et puis après soumettre un projet par la suite. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, je crois qu'il va falloir que nous finissions le webinaire du jour. Une fois de plus, n'hésitez pas à envoyer vos questions, nous y répondrons. Je voudrais finir avec cette image. Le survol que nous avons fait des appels WIDERA 2025 était une sorte de teaser en fait à l'infoday qu'organise la commission le 20 mai. Donc je vous encourage vraiment à vous inscrire à cet événement où les différents appels que j'ai mentionnés seront présentés plus en détail et vous aurez donc une fois de plus la possibilité de poser vos questions directement aux représentants de la commission. Je voudrais vous rappeler aussi que nous avons un site dédié à Horizon Europe sur le site du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, où nous avons un microsite dédié au pilier transversal et à COST. Donc vous trouverez là aussi des ressources et de l'information. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn où j'essaie de publier régulièrement des actualités. Et une fois de plus, un poste est à pourvoir au sein du PCN WIDERA. Donc si vous voulez le rejoindre et participer à ce dont parlait Evelyne tout à l'heure, une stratégie pour améliorer la participation française, il y a vraiment le moyen de faire mieux à WIDERA et à la mise en place de cette stratégie. Vous êtes vraiment les bienvenus à envoyer vos candidatures et à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci beaucoup à Evelyne et Salomé pour vos présentations et votre engagement dans les discussions. Et à bientôt. Merci Bertrand. À bientôt. Merci, au revoir.